Je reçois Ansele Minga Mardoché sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, vous préférez qu'on vous reçoive sous cette casquette, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement des mentalités. Changement des mentalités. Si. C'est pour dire que les mentalités que nous avons actuellement sont, comme on dit en lingala, proche du Congo central, mentalité Foussa. En quelque sorte, oui. Mentalité Foussa. En Kiswahili, comment on dit ça? Bon, comme Foussa là, moi je ne comprends pas. Vous savez que c'est du lingala. C'est-à-dire les mentalités rétrogrades, par exemple. Bon. En Kiswahili, comment on dit ça? Je pourrais dire la mentalité à ça, par exemple. Rétrograde. Donc, une nouvelle mentalité. Ah non, mais les anciennes en Kiswahili, comment on dit? Yanzamani. Bon, ça c'est, on sent que c'est un Kiswahili... oui, un Swahili moderne, quoi. Un Kiswahili qui hésite un peu. Si. Lualaba, Asedato, c'est même la capitale mondiale du cobalt. Et le cobalt aujourd'hui, c'est la révolution automobile. Nous avons apporté du caoutchouc à la révolution automobile. Nous continuons à apporter. Aujourd'hui, on apporte, comme on le fait sur le plan numérique, avec la nouvelle technologie, on apporte le cobalt pour passer cette industrie qui fonctionne avec l'énergie fossile vers la nouvelle industrie, c'est-à-dire les voitures électriques. Voilà, c'est aussi le tourisme. Ouais. On vient d'accueillir la nouvelle, plutôt la première édition du tourisme, ou de la semaine congolaise du tourisme. Oui. Voilà, c'est aussi les terres arables, les terres fertiles. Ouais. Alors, depuis que Mme Masuka est intérimaire, sans faire du boniment, qu'est-ce qui marche? Merci beaucoup, M. Fabien Lumbala. Je voudrais d'abord commencer par mettre un accent sur quelque chose en ce qui me concerne, moi. Oui. La nouvelle génération pour le changement, c'est une structure qui a pour objectif de lutter contre le tribalisme, la corruption et surtout les abus liés à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion de valeurs et la naissance d'une nouvelle citoyenneté. Tribalisme, corruption et tous les abus liés à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Donc vous dénoncez ces antivaleurs, même quand celui qui les pratique, qui les occasionne, c'est un tout-puissant. Oui, nous l'avons fait plusieurs fois. Je vais prendre juste un exemple avec l'ex-gouverneur Richard Mouyej Manguesmos. Nous avons dénoncé des choses que plusieurs personnes sur place ne voulaient pas, n'est-ce pas, parler. Nous avons dénoncé, nous sommes arrivés jusqu'au bout de notre dénonciation. Et puis moi, je me sens fier avec toute la famille de la nouvelle génération pour le changement, parce que ce n'est pas un combat individuel. Mais vous avez fui Kolwezi, non? À un moment donné? Non, je ne pourrais pas dire que je fuis, parce que jusqu'alors, j'ai encore des activités à Kolwezi. J'ai eu une forte représentation de la nouvelle génération à Kolwezi, même dans le Haut-Katanga. C'est-à-dire fuir en quelque sorte, je ne pense pas. Mais vous étiez condamné de rester à Kinshasa à un moment donné? Oui, à un moment donné, j'étais ici parce qu'il y avait des menaces qui pesaient sur moi et sur ma famille. Alors, moi, j'avais choisi de venir d'abord temporairement à Kinshasa. À un moment, je pourrais rentrer et recommencer mes activités. Mais le terrain est balisé maintenant? Oui, chaque fois. Il n'y a plus de menaces? Oui, il n'y a plus de menaces. Je pense que tout va très bien. Et vous avez posé une question pour revenir à votre question. Je pense qu'il faut toujours établir un parallélisme entre ce qui a été et ce qui est actuellement. Ouais, vous savez, aujourd'hui, tout dépend de la vision. Parce que vous avez un leadership, on dit, un bon leader est celui qui est porteur d'une vision. Et celui qui tire les plus faibles pour les convertir, de devenir comme lui. Parce qu'un leader est appelé à disparaître. Mais la vision reste. La vision doit être pérennisée, intériorisée par les disciples. Et vous verrez que la plupart des types de leaders que nous avons connus au Congo, ce sont des gens qui misent plus sur soi-même. Donc lui-même. Donc quand il disparaît, et tout ce qui est religaré disparaît aussi. Moi-même, personnellement, j'étais très gêné par la gestion calamiteuse que nous avons connue dans la province de Lualaba. Ce n'est pas des critiques,
nous sommes en train de tabler sur des faits que nous avons vraiment vécus. Vous savez que le Lualaba en soi représente 25% des recettes de l'État. Et à un moment, j'ai vu même les gens passer à la télé appeler ça province pilote. Province pilote, on appelait l'ex-gouverneur du Lualaba bâtisseur, on l'appelait Papa Solution. Vous savez, au Congo, nous sommes habitués à ce genre de médiocrité, excusez-moi les termes. Les gens peuvent si facilement, vous avez $100, $200, et on vous sert ça de manière régulière. Vous pouvez emprunter tous les attributs du monde, donner à quelqu'un juste parce que vous, personnellement, vous êtes satisfait. C'est la pratique au pays. Lorsqu'on reçoit un peu de faveur, Ouais. eh bien, on s'érige en, comment on dit, en troubadour et trouveur. Oui, oui, on commence. C'est la pratique au pays. Oui, oui, c'est la pratique, moi je vous dis. Dans D'abord, plusieurs provinces. c'est une pratique que nous combattons sérieusement parce que nous voulons qu'aujourd'hui, nous sommes des futurs gestionnaires. Nous faisons de la politique objective. Nous voulons gérer les institutions demain. Et nous voulons que notre gestion repose sur un socle de valeurs. Pour mieux faire les choses, il faut le faire autrement. C'est-à-dire se servir des insuffisances des autres et se construire, n'est-ce pas, une autre façon de gérer le pays. Et vous savez, c'est très difficile d'imposer une nouvelle manière de faire. Les gens ne peuvent pas facilement l'épouser. Au Lualaba, la province sort d'une situation très malencontreuse, monsieur Fabien. La province, la gestion était caractérisée par le détournement des sommes colossales de l'État. Ici, vous serez scandalisé. Je vous dis que la province du Lualaba a connu que 4 ouvrages que le gouverneur a laissés en 2015. Je parle bien de 2015. L'hôtel du gouvernement, pavillon présidentiel, BCDC et l'Assemblée provinciale. De 2015 jusqu'en 2018, il n'y avait qu'un seul bâtiment qui était achevé, l'hôtel du gouvernement. Mais les autres chantiers, voilà, avaient beaucoup évolué. Pourquoi Bon, les autres chantiers, vous moi faites je dis... tabula rasa de tout ça? Non, non, on ne fait pas du tabula rasa, mais c'est la vérité parce que les gens ont du mal à comprendre que c'est la vérité. Donc, ce que moi je peux vous dire ici, c'est que Madame Fifi Masuka a achevé 2 ouvrages dans une période de 2 mois. Qu'est-ce qu'elle achevait? La BCC plutôt, pavillon présidentiel, c'est Fifi Masuka avec les recettes de la province. Et vous savez, lorsqu'elle a accédé, n'est-ce pas, à la tête de la province comme Donc, gouverneur intérimaire, Oui, j'ai commencé, elle est venue achever. elle a achevé. La continuité. La continuité aussi C'est qui est le normal. fruit de la volonté. Normal. Non, non, pas du tout normal. Moi, je vais dire quelque part, hein, il y a de l'exception dans cette façon de faire. Parce que vous savez, l'ouvrage de 2015, qui n'est pas achevé pendant 6 ans, est achevé dans 2 mois et demi. Vous allez comprendre qu'il y avait absence de la volonté politique. Et en même temps, même le taux du gouvernement qui a été achevé. Du durable ou du rafistolage? Non, non, du durable. Du durable, et d'ailleurs c'est ineffiable. Ça ne peut même pas s'exprimer par la parole. Vous allez voir que Masuka abat un travail de tintant. Je ne le fais pas, moi, je ne suis pas masochiste. Moi, j'ai ma position à moi. Mais je soutiens toujours la vérité. Alors, je prends les 2 autres ouvrages. Pavillon présidentiel et BCC, Masuka achevé dans 2 mois et le chef de l'État est venu inaugurer. Mais la province... Vous parlez du palais présidentiel ou d'un pavillon? Non, le palais présidentiel, c'est le fruit de Masuka. C'est Masuka qui a lancé, n'est-ce pas, le projet sur la construction du palais présidentiel parce que c'est une institution. Et la présidence de la République en chose est une institution. On ne voit pas Tshisekedi. Tshisekedi, c'est l'animateur d'une institution parce que demain, il pourra passer. Et les autres qui pourront venir. Parce que vous savez, vous et moi, ce qui coûte à la suite du projet public dans une province, ce sont des millions. Alors, les millions là peuvent servir à construire une résidence. Lorsque le chef de l'État arrive en province, il est logé et ça va, n'est-ce pas, épargner des dépenses inutiles à la province. Et en même temps, construire les édifices pour la province ou pour la République, c'est aussi une question de volonté politique et de vision. Quelqu'un ne peut pas construire, il va dire comme s'il croira que peut-être qu'il est en train de perdre l'argent, mieux vaut peut-être les canaliser dans ses poches, comme ce sont l'habitude que nous avons connue ici. Et je vous assure que là-bas, avait 109 millions de dollars de dettes dans une échéance de 2 ans. 109 Millions de dollars. Nous nous posons des questions. Et nous nous sommes posé plusieurs questions. La province reçoit plus de 10 822 000, n'est-ce pas, de redevances minières par mois. Et l'argent est canalisé dans les comptes des étudiants. La province a ses actes générateurs de revenus sur place en province et qui génèrent des millions. Mais la province peut aller s'endetter à la hauteur de 109 millions de dollars. Nous savons que les emprunts font partie des ressources de l'État, c'est parmi les ressources temporelles. On peut recourir aux emprunts lorsque les ressources traditionnelles ne produisent pas. On peut faire ça. Mais nous nous sommes rendus compte que dans le compte du Trésor avec le gouverneur Mouyej, il n'y avait qu'une seule taxe. Si peut-être les gens nous trouvent, chaque fois quand on passe à la télé, ils croient peut-être que c'est un acharnement. Non, c'est une délivrance de la province. Une seule taxe, la taxe de TFM, c'est la taxe qui faisait vivre la province. Alors, lorsqu'on quitte
en fait, on reste dans les infrastructures. Ces bâtisses de luxe sont quand même érigées dans un environnement qui est menacé par les érosions. Vous voyez les infrastructures routières. Sur ce plan, qu'est-ce qui a été réellement Je arrive maintenant. Voilà. Donc, de manière comprimée, je voudrais vous dire que la province n'était pas bien gérée. La ville de Colosie elle-même est menacée par les érosions de plusieurs natures. Vous savez, parce que les gens sont loin, ici à Kinshasa, ils n'ont pas eu la chance de découvrir ce que Masuka a pu faire dans 6 mois. La première des choses, il fallait d'abord sortir la province de ces circuits de détournement de fonds. 2, prendre des précautions et mettre en place des mécanismes robustes qui seraient fondés sur les insuffisances de l'administration passée pour canaliser les recettes dans le caisse de l'État afin que ceci soit revu à la hausse. Lorsqu'on revoit à la hausse les recettes de la province, ça va permettre de financer plusieurs projets, que ce soit sur le plan des infrastructures et que sais-je encore. Qu'est-ce que Masuka fait? Elle arrive. Elle va d'abord récupérer la situation financière de la province pour assainir, mettre d'abord de côté l'effectif, parce qu'au niveau du gouvernorat, il y avait aussi d'effectifs qui construisaient une manque à gagner pour la province, plus de 209 personnes qui recevaient $1000, et cela par mois. Dès lors que ceux qui sont dans les institutions n'étaient pas investis, ils n'avaient même pas de statut juridique depuis 2015 jusqu'en 2021 ou 2018. Ils fonctionnaient comme des collaborateurs. Donc ils pouvaient même commettre des infractions selon les fonctions pour lesquelles ils ont appelé à exercer. On peut les arrêter pour usurpation de fonctions publiques parce qu'il n'y avait rien comme ce passeport légal qui les soutenait. 2. Madame Fifi Masuka a découvert qu'il y avait des ressources de la province et surtout dans l'artisanat minier comme le pont bascule qui a été lancé depuis 2017 par le ministre provincial, le ministre Jean-Marie Tizaïnga, et que celui-ci a servi à ses intérêts pendant 4 ans. On ne connaissait même pas la couleur de la quittance qui était vendue. L'argent allait dans ses poches. Aujourd'hui, Masuka a récupéré le point bascule et elle a mis en place une nouvelle commission de traçabilité. Je vous dis que dans 1 mois et demi, on compte des millions juste pour, n'est-ce pas, les amendes transactionnelles qu'on paye au point bascule. Et c'est pour la première fois. Le point bascule, il donne ses résultats parce qu'il y a beaucoup de miniers là-bas, ce qui est tout à fait normal. Mais revenons aux infrastructures routières. On exploite du cobalt et d'autres minerais, mais le sol, c'est un sol menacé par les érosions. Qu'est-ce qui a été fait en 6 mois? Il y a un grand travail. D'abord dans la ville de Colosie et dans l'arrière-province concernant les routes des dessertes agricoles. D'accord. Regarde ce qui a été fait. Il y a plus de 32 avenues. Plus de 32 avenues financées sur fonds propres. Ça, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'artisanat minier. On a financé plus de 32 avenues qui sont en train d'être coulées et bientôt il y aura l'inauguration de plusieurs ouvrages. Je parle des avenues ou infrastructures de base. 2. Je prends la RN39. Vous savez qu'il y a des sociétés qui ont signé des contrats avec la province et aujourd'hui les travaux ont été suspendus. On a laissé beaucoup de dettes que la province est en train de payer. 2. Si vous prenez les ponts Tchata qui relie l'avenue Tchata et Ungungandu, c'est un grand pont, un grand ouvrage, le plus grand ouvrage sur le plan des infrastructures, financé par fonds propres, n'est-ce pas, du lieu là-bas. Et bientôt, on va inaugurer l'ouvrage. Bientôt, c'est quand? Parce qu'on l'a c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, oui. C'est dans quelques jours, M. Fabien. Je parle même des jours. C'est dans quelques jours où il y aura l'inauguration. Vous avez même suivi dans les images. Madame Fifi Masuka Saini a lancé l'asphaltage de plusieurs avenues qui ont pris quelques temps. Et je pense le chef de l'État est à l'écoute de la gestion de la province du Lualaba et il apprécie la manière dont la vision est en train d'être imprimée à travers des actions à impact visible. Parce que gérer dans la vision peuple d'abord, c'est prendre les secteurs phares, l'électricité, l'éducation, l'infrastructure, la santé. Parce que même dans la santé, la province est distinguée. C'est la première province qui a donné une contribution exceptionnelle dans la lutte contre la poliomyélite et le Lualaba a reçu un trophée de la contribution exceptionnelle. Vous voyez. Et puis oui, c'est bien beau tout ça, des bâtisses qui séduisent, des grands ouvrages pour une nouvelle province qui donne des signaux aux Congolais, au monde. Mais le peuple d'abord, vous l'avez souligné, est-ce que le peuple se retrouve à travers la responsabilité sociétale des entreprises, toutes ces mining qui sont là-bas, la gestion de l'environnement, parce que à côté des minéraux principaux, on parle de la teneur de l'uranium. Je ne suis pas du domaine, mais j'ai appris
qu'il y a une teneur importante de l'uranium dans l'exploitation de plusieurs minéraux, avec un impact sur l'environnement et sur la santé de la population, même sur les eaux. Est-ce que la responsabilité sociétale porte des fruits? Et est-ce qu'au-delà de grands ouvrages, le peuple se retrouve? Est-ce qu'il mange? La pauvreté, est-ce qu'elle est combattue? En 6 mois, qu'est-ce que ça a donné? En 6 mois, je vais parler d'abord de l'environnement. Les mesures sont déjà prises par l'autorité provinciale. Je pense le ministre provincial de l'environnement que j'ai salué, il est au four au moulin. Il se bat parce qu'à l'époque, nous avons connu ce petit problème. Mais pour le moment, la situation est au contrôle. Je pense que la population ne se plaint pas, n'est-ce pas, pour le comportement des entreprises sur place. Mais je sais que toutes les mesures sont prises, n'est-ce pas, pour protéger notre population à travers les effets, n'est-ce pas, de l'industrialisation du secteur minier. La deuxième des choses, vous avez souligné un problème avec le peuple d'abord. S'il faut parler du peuple d'abord, moi je vois tout ce qui touche au social. Je voudrais juste prendre un exemple avec le projet sur l'eau potable. Il y a un projet SAEP, bientôt, il y aura des usines d'eau potable qui seront installées en province, mais qui fonctionneraient avec des panneaux solaires, n'est-ce pas, et qui va permettre à la population, n'est-ce pas, d'avoir de l'eau selon le besoin, selon leur niveau de vie. Quelqu'un qui peut avoir 5 000, il paye via Airtel Money, M-Pesa, et il a de l'eau à la maison, et de manière perpétuelle. Voyez. Et ce projet va s'étendre même au niveau des territoires. Projet SAEP, c'est un grand projet, un projet d'abord qui bientôt déjà, les travaux vont commencer. Et la deuxième des choses, il y avait un problème d'eau, là-bas, il y avait un problème sérieux d'eau, mais on a foré plus de 142, n'est-ce pas, forages partout, et il y a quand même un soulagement, et madame a essayé de mettre la pression sur la régie des eaux, qui a essayé de revoir, n'est-ce pas, quelques insuffisances. Aujourd'hui, il y a permanence d'eau dans quelques secteurs, mais avec les forages, je pense que ça a essayé de couvrir, n'est-ce pas, le problème même au plus de 55%. Je pense que le pourcentage qui reste avec le projet SAEP, je pense que la solution serait trouvée. Le niveau des vies de la population. Au niveau des vies aussi, il faut comprendre que... À part ceux qui sont dans les rouages des dirigeants, est-ce que le peuple, lui, le peuple se retrouve lorsque l'État, n'est-ce pas, à travers les représentants au niveau de la province, donne la possibilité aux gens, n'est-ce pas, d'avoir par exemple des contrats de sous-traitance, avoir des coopératives, avoir des carrières minières, vous voyez. Ceci ouvre la porte, n'est-ce pas, à octroi d'emploi à beaucoup de jeunes, et facilement, là-bas je vais vous dire aujourd'hui, les jeunes se retrouvent, et chaque jour nous enregistrons des mariages, et les jeunes construisent. C'est une province très épanouie parce qu'on avait besoin d'une personne intègre. Une personne qui peut, n'est-ce pas, imprimer la vision du chef de l'État, c'est-à-dire mettre le peuple au centre de tout intérêt. Aujourd'hui, elle-même, quand elle était arrivée il y a quelques mois, en fait, quand elle a commencé l'intérim, elle a fait le tour de quelques territoires là-bas pour démontrer le degré de la misère du peuple, les écoles dans lesquelles les enfants étudiaient même les sols, et le niveau de souffrance dans plusieurs coins de la province. Maintenant qu'elle est aux commandes, même si elle est intérimaire, mais est-ce que elle s'attelle à transformer cette situation? Si. Vous savez, Ad Majorem Est, nous sommes nés pour de grandes choses. Je pense que Fifi est là pour de grandes choses, au profit de l'intérêt de l'Oualabé. Qu'est-ce qu'elle fait? Masuka commence d'abord avec les argents du gouvernorat. Aujourd'hui, quelqu'un qui torchonne, un jardinier au gouvernorat touche 1 000 $. Je veux dire que c'est la première province sur les 26 où les agents au gouvernorat sont très bien traités. Je ne parle pas de ceux qui sont au gouvernorat. Oui, oui. Je parle maintenant, de ce peuple dans l'arrière-province. C'est ce que je dis. Fungurume, comment on appelle encore Dilolo, Kassajossi, tous ces coins de D'abord, je commence avec Dilolo. Dilolo qui a aussi connu une escroquerie, n'est-ce pas? La fois passée, le gouvernement, l'administration passée est partie pour détruire le marché. On a dit qu'on allait construire un stade moderne, la route, jusqu'à maintenant. Maintenant, je vous dis que la route du Lolo est en cours de réhabilitation. C'est avec l'intervention de Fifi Masuka Saini. Vous voyez, il y a eu même des ravins qui ont menacé ce territoire aujourd'hui. J'ai reçu des déclarations et c'est passé partout.
la population de Djilolo a remercié l'autorité provinciale pour son implication positive, n'est-ce pas, dans le changement, soit à remédier les problèmes des gens de Djilolo. À Kassaj, c'est la même chose, vous savez, avec l'ISP, Moussumba, madame, met aussi les batteries en marche pour voir dans quelle mesure cet ouvrage peut être achevé le plus vite possible. Vous savez, on ne peut pas dans quelques minutes dresser le bilan de tout ce qui se fait dans cette province. Bon, ça traverse les frontières nationales, mais parlons un peu dans quelques minutes de ce qui se fait au niveau de la sous-traitance. Il semble que l'État est faible dans ce coin, faible vis-à-vis des miniers, des investisseurs. On n'applique pas la loi de la sous-traitance et les Congolais ne se retrouvent pas. Du coup, le contenu local est vide. Qu'est-ce qui rend les miniers plus têtus vis-à-vis de l'État congolais au point que les lois sont foulées aux pieds? Vous savez, le problème, ça, c'est le fruit de l'administration passée, parce que je vous jure ici, sur votre plateau, qu'il y a eu une certaine discrimination. Vous savez, une discrimination et le tribalisme aussi ne sont pas dans le choix porté sur les sous-traitances, parce que ça, c'est le gouvernement, l'administration passée avec le gouverneur Mouyej, qui avait ciblé, excusez-moi de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me donner raison, des sous-traitances tribano-ethniques, qui avaient toujours l'occasion d'avoir le marché. En même temps, les autorités se cachaient derrière. Aujourd'hui, j'ai même la déclaration, n'est-ce pas, de l'association des coopératives minières au Lolaba, qui ont décrié cette injustice déjà à partir de 2017. C'est ce qui est en tête les expatriés Oui, oui. Comment ça? Mais je vous dis, c'est l'administration passée avec le gouvernement. Comme le gouverneur avec ce ministre avait de l'intérêt derrière ce comportement, c'est ainsi que chaque fois, même si les gens se plaignaient, alors il n'y avait pas de solution. Mais c'est aujourd'hui que les gens ont découvert que tout le monde a la possibilité d'obtenir un contrat de sous-traitance. C'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui étaient, n'est-ce pas, qui ont souffert pour avoir des contrats de sous-traitance, mais qui ont la possibilité aujourd'hui. C'est ça même ce qui ouvre la voie à la stabilité sociale. Lorsque quelqu'un a la possibilité d'avoir un peu d'argent de manière régulière, et il peut aussi donner du travail aux autres. Cette sous-traitance a des failles. C'est la brèche ouverte aux étrangers, au cas où les nationaux ne parviennent pas à atteindre le montant exigé pour cette démarche. Et du coup, ce sont les étrangers qui sont plus dans le secteur et les Congolais restent des ouvriers. Non, Et beaucoup condamnés à faire l'exploitation artisanale du cobalt. Et vous savez, l'exploitation artisanale, monsieur Fabien, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Je vous dis aujourd'hui, si les recettes de la province de là-bas sont revues à la hausse, c'est l'exploitation artisanale. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de cette coopérative comme Ibakat, qui aujourd'hui réalise 3 mois ou 4 mois d'exercice, mais a généré dans la caisse de l'État 10 millions de dollars pour une première fois. Et aujourd'hui, je donne un exemple encore, toujours l'artisanat minier, voilà le pont bascule, n'est-ce pas, qui génère des millions. Et nous avons la première fois, nous dites, mais c'est une gestion drastique, par le fait que nous avons les dons de début, nous les voyons, et nous voyons les codes dans lesquels l'argent est canalisé. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, même les budgets qui étaient revus à la hausse, c'est juste par le comportement de Komibakat. Si aujourd'hui les agents du gouvernement sont bien traités, c'est pour vous dire que l'artisanat minier, comme Mme Massouka a essayé de mettre du sérieux, et elle a saisi, n'est-ce pas, les robinets, là où l'argent sortait et canalisé dans l'impôt des individus, aujourd'hui canalisé dans la caisse de l'État, c'est une fierté. Donc, comme le chef de l'État a pris l'option d'industrialiser les secteurs miniers aujourd'hui, la fabrication locale, la transformation locale de minerais, je pense que c'est l'artisanat minier construit déjà une avancée et très significative pour la main-d'œuvre locale. Il y a une présence étrangère importante là-bas, notamment les Chinois. Est-ce que les Congolais dont les offres des marchés se retrouvent-ils? Oui. Les PME, les PMI congolaises, même les entrepreneurs congolais, est-ce qu'ils ont la chance d'accéder à des marchés? Est-ce qu'il y a transparence dans le secteur? Autrefois, on a déploré la surfacturation de certains produits et autres. Est-ce que ce n'est pas le cas? Maintenant, vous qui dénoncez la corruption et la malgouvernance, quand je vous sens chanter... comment on appelle, la gestion Massouka, est-ce que vous avez le courage de dénoncer certaines choses si réellement elles existent? Si. Vous savez une chose, que c'est un processus.
il y a des avancées très significatives, n'est-ce pas, dans la réforme de beaucoup de choses, dans le comportement aussi. Les Chinois en soi ne sont pas mauvais. Ce sont les Congolais qui sont mauvais. Parce que les Chinois, quand ils viennent, lorsqu'ils viennent, ils suivent les faiblesses des Congolais. Et vous savez, le sphinx de Limité avait dit les poissons commencent à pourrir par la tête. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais il y a toujours eu de mauvais chefs. Et comme déjà l'intention, n'est-ce pas, de pouvoir devenir riche ou soit négliger l'objectif du pouvoir public qui est l'intérêt général, c'est ainsi que nous avons découvert beaucoup de choses qui a entravé la gestion de la province du Doigt là-bas. Mais aujourd'hui, il y a un redressement à plus de 65%. Je vous dis aujourd'hui, les Chinois craignent, les Chinois cherchent à respecter la loi. On ne peut pas refuser de travailler avec les Chinois. Mais les Chinois peuvent seulement respecter le bloc congolais. Un point très. Mais pour parvenir à ça, il faut que l'impérium s'impose. Il faut que le pouvoir s'impose. Comme Mme Masuka s'impose aujourd'hui. Je vous donne un exemple pour finir. La coopérative communale va signer un contrat avec une usine Thomas. Sous la bénédiction du ministre professeur de Mines, la taxe de $250 de transfert pour une catégorie industrielle qui devait être canalisée dans les caisses de l'État sont payés dans les postes des individus. Le ministre prend la décision d'imposer à celle-ci et les divisions de Mines de prendre $10 à la place de $250. Il n'y a pas de donne de début, il n'y a pas de traçabilité. Hein? Et l'argent va dans les caisses des individus. Et aujourd'hui, vous voyez la Comibacat qui arrive et brandit de preuves, paye Intercite, $600 avant même de commencer le travail. Nous avons salué le comportement de cette coopérative, mais c'est en fonction de ce que Comibacat a fait qu'on a revu le budget à la hausse. On a bien amélioré les conditions sociales de gestion du gouvernement et des membres du gouvernement, et la population se retrouve, parce que lorsqu'il y a des coopératives qui se comportent ainsi, ça crée de l'emploi. En même temps, les gens peuvent sous-traiter, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de créer la troisième classe sociale. Monsieur Nsele Mardoché, je vous remercie d'être venu. Vous avez compris que l'exercice peut continuer. Dans le cadre de... On approche le mois de décembre. Oui. Ce sera l'occasion pour peut-être dresser le bilan et envisager perspectives. Peut-être qu'on y reviendrait pour continuer dans le cadre de ce qu'on a appelé responsabilité sociétale, l'après-cobalt. Vous avez vu qu'à un moment donné, le diamant était devenu têtu. Ouais. Le cobalt aussi, avec notre comportement, peut se révéler et disparaître par un moment. Qu'est-ce que nous devons faire pour anticiper? Voilà. L'après-pétrole est envisagé dans d'autres grandes nations. Merci et très bonne journée. Merci beaucoup, M. Fabien. Nous allons maintenant boucler la boucle avec Luamba Luanemba, secrétaire général émérite de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Avec lui, oui, c'est cette réflexion qu'il met sur la place publique vers une nouvelle définition de l'école, gratuité de l'éducation et perspective. L'homme, il a une histoire dans ce secteur de l'éducation nationale.